Bonsoir à toutes et tous. Je vais demander au vice-président de cette, et vice-présidente, bien sûr, de la métropole, de bien vouloir nous rejoindre quelques instants pour vous souhaiter la bienvenue. Voilà, où sont les autres? Les femmes à droite, les hommes à gauche, c'est ça? Ça se passe comme ça ici? Pas tout à fait ça. Vous pouvez quand même un petit peu vous mélanger, s'il vous plaît. Non, au bureau, c'est pas comme ça, je vous rassure tout de suite. Ça se passe pas comme ça au bureau. Non, non. Très bien. Bonsoir à toutes et tous et merci surtout d'être venus nombreux et nombreux pour ce bel échange de vœux de début janvier. Et je suis ravi d'accueillir tout d'abord Madame la Préfète, représentée par M. Thierry Suquet, son directeur général, son secrétaire général, pardon. J'allais dire mesdames et messieurs les parlementaires, mais je crois que ce sont surtout des mesdames. J'ai vu deux sénatrices qui sont devant moi. Merci de nous rejoindre. Monsieur le maire de Bordeaux n'est pas arrivé, mais doit nous rejoindre. Il est là. Excuse-moi. Vous allez penser que c'est une habitude que Nicolas Flamel soit en retard. C'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Donc c'est une légende urbaine, une de plus, mais celle-ci, elle est totalement fausse. C'est une vraie légende. Monsieur le maire de Bordeaux, excuse-moi. Mesdames et messieurs les maires, vice-présidents de la métropole, conseillers métropolitains, conseillers municipaux, ici présents nombreux, mesdames et messieurs les consuls, j'en ai vu quelques-unes, quelques-uns, représentants des autorités civiles et militaires, pardon, et surtout, chers partenaires, chers acteurs de cette belle métropole. C'est un grand plaisir de vous réunir pour échanger nos vœux tous ensemble. Et au nom de tout le bureau, mais aussi de tous les élus de la métropole, je voudrais vous souhaiter effectivement une très belle et très bonne année 2020, plein épanouissement personnel, professionnel, réussite pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers, tous vos proches bien sûr, et puis la santé. Et je sais de quoi je parle, vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Et je voudrais nous souhaiter, peut-être au-delà de vous souhaiter, mais nous souhaiter à tous, peut-être pour cette année 2020, comment dire, de l'enthousiasme, de la confiance, et surtout de la foi, peut-être, dans tous les sens du terme que l'on peut donner à ce mot. Parce que malgré tout, l'année qui s'est écoulée n'est pas forcément génératrice de beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme. Et donc, je voudrais nous souhaiter, pour l'année qui vient, de l'avoir. Parce que cette année, quand même, sans être démoralisant plus que ça, mais sur le plan climatique. Sur le plan climatique, il faudrait quand même avoir une sacrée dose de, j'allais dire, une sacrée mauvaise foi. J'ai pas osé dire ça parce que ça ne marche pas très bien ensemble, une sacrée mauvaise foi, je le répète quand même, pour ne pas constater quand même que le changement climatique s'accélère, s'emballe véritablement. La banquise fond et se rétrécit. L'Australie brûle depuis 4 mois et je me demande si on a une solution. C'était l'Amazonie il y a très peu de temps, et je me demande d'ailleurs si l'Amazonie ne brûle pas toujours, on n'en parle plus trop, mais parce que ça brûle ailleurs, tout simplement. Rappelez-vous, il y a quelques mois, fin novembre, Venise était sous les eaux, donc tout de même les incendies, les inondations, les tempêtes ont l'air de se succéder à un point qu'on peut penser que ça va devenir la règle, et c'est une chose quand même un peu inquiétante. Sur le plan plus mondial et social et politique, je constate malgré tout que le fossé entre d'injustice et d'incompréhension se creuse véritablement entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien, entre les possédants et les damnés de la terre, on les appelle comme ça parfois, se creuse véritablement avec le résultat que l'on voit bien sûr, hein, de Hong Kong jusqu'à Alger, en passant par Santiago au Chili, Beyrouth au Liban. Les peuples se révoltent littéralement contre leurs dirigeants, qui eux-mêmes ont l'air de ne plus savoir trop quoi faire et d'avoir perdu un peu leur repère. Et dans cette espèce de brouhaha climato-politique, s'élève une petite voix, celle de Greta Thunberg, qui suscite l'admiration des plus jeunes et les sarcasmes des plus vieux. Alors je ne sais pas dans quelle catégorie on va se mettre, et chacun fait son choix, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais qui dit surtout que ce vaste monde poursuit sa course folle, et cette phrase me plaît bien, c'est le titre d'un roman, pour tout vous dire. Mais finalement, c'est un peu ça. Ce vaste monde poursuit sa course folle, je veux dire un peu vers les catastrophes, pas la catastrophe, mais vers les catastrophes. Finalement, Jacques Chirac, président disparu le 26 septembre dernier, ne disait pas autre chose, il y a quasiment 20 ans, en 2002, au Sommet de la Terre à Johannesburg, quand il disait « notre maison brûle ». Bon, brûle, c'était une image, tout le monde avait bien compris, mais aujourd'hui, ça n'est plus une image. Et nous regardons ailleurs. C'est tout à fait inquiétant. Je suis désolé de démarrer mon propos par des propos qui sont peut-être pas très... plutôt sombres, plutôt noirs, mais finalement, je pense que ce n'est pas du tout le rôle des élus de cacher des choses, de ne pas dire des choses, même si, et peut-être surtout si, elles sont dérangeantes.
En revanche, c'est notre rôle, à nous les élus, UES et US, d'apporter des réponses et des solutions, bien évidemment. Sur le plan national, la situation a peut-être été, l'année écoulée a peut-être été un peu plus partagée, un peu plus nuancée. Malgré tout, la crise des Gilets jaunes a été quand même très violente, et je ne sais pas s'il faut d'ailleurs conjuguer ce verbe au passé, ça reste encore assez présent, très violente, mais quelque chose de positif, c'est qu'elle a permis de réveiller les consciences sur cette fracture territoriale que nous ne voulions pas voir. Hein. Nous ne voulions pas la voir. Elle était sous nos yeux, nous ne voulions pas la voir. Et malgré tout, certains débuts de solutions se sont mis en place. Les grandes villes, les métropoles, bien sûr, tendent de plus en plus la main aux secteurs très proximaux. La métropole le fait, celle de Bordeaux le fait. Alain Juppé avait initié ceci, nous le continuons de manière très active et nous avons accéléré cette ouverture aux autres, à nos territoires proches, et je crois qu'il fallait vraiment le faire. Le 15 avril, ce très grave incendie de Notre-Dame de Paris n'a pas fait de victimes, fort heureusement, mais a surtout soulevé un élan de générosité incroyable, jamais vu, et en France et dans le monde entier, tout à fait rassurant sur le fond même de l'espèce humaine, les humains que nous sommes, et c'est plutôt rassurant, je vous le disais à l'instant. Pour notre métropole, nous n'avons pas connu de catastrophe ni de drame, même si l'incendie pour la dessalinière au mois d'avril aurait pu être un drame absolu, ça n'a pas été le cas, et c'est bien ainsi. Mais malgré tout, samedi après samedi, les Gilets jaunes drainaient derrière eux je dirais pas des hordes, quoique parfois ça y ressemblait presque, de black blocs et de casseurs qui laissaient notre vie dans un état dégradé, épouvantable. Et je sais que Alain Juppé était très affecté, était désolé samedi après samedi de cet état de fait. Malgré tout, la vie continuait et notre métropole a pu dérouler son programme mis en place depuis 6 ans bientôt, mes chers collègues, coacté par ce contrat de mandature que nous avons pu dérouler effectivement cette année avec pas mal de succès, disons-le. En termes de mobilité, Christophe, tu sais de quoi je vais parler très certainement, nous avons pu quand même inaugurer l'extension de la ligne C jusqu'à Villeneuve-d'Ornon, station les Pyrénées. Ça, c'était en début d'année, au mois de février. Et puis en fin d'année, je suis très concerné, vous le savez, monsieur le maire de Bordeaux, tu es aussi très concerné, le 14 décembre très précisément, la ligne D inaugurée, enfin cette ligne D, des Quinconces jusqu'à la mairie du Bouscat pour l'instant. Et l'engagement est pris et la date est déjà signée contractuellement, si je puis dire. Le 29 février, nous allons jusqu'à Ésine-Cantignoles, passant par Bruges, vous le savez, le Longeant-Bruges, bien évidemment. Donc en termes de tramway, c'est quand même une belle année. Je vous rappelle qu'en 6 ans de mandature, nous avons fait quand même 35 mises en service, 35 kilomètres de tramway. C'est quand même du jamais vu, malgré tout. Et nous arrivons pratiquement à 77 kilomètres terminés. En termes de bus, 2 lignes très attendues. 2 lignes étaient très attendues. Là, elles ont été mises en place le 4 novembre. La ligne Bassins Campus, chère bien sûr à Jean-Pierre Turon, bien évidemment. Et la seconde ligne qui est une exception, qui est la Corolle 39. Alors si je vous dis ça, vous n'allez pas savoir de quoi je vous parle. Je précise, la Corolle 39, c'est le Technobus. Je précise encore, c'est la ligne qui part de Pessac-Bersol, passant par l'aéroport et qui va jusqu'à Le Haillan-Rostand, et qui surtout a la particularité, grâce à l'accord et l'autorisation de Madame la Préfète, je remercie M. Suquier de lui transmettre, d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence de la Rocade, une sorte de 4e voie entre la sortie 12 et la sortie 13. C'est tout à fait important pour nos bus. Et puis, Christophe le sait, en partenariat avec la région, une belle expérience que nous avons vécue et qui fonctionne, qui continue, c'est le Car Express mis en place le 2 septembre, créé en Bordeaux, qui a déjà 800 voyageurs jour, donc c'est un vrai succès. Ça veut bien dire qu'il faut bien sûr continuer dans cette direction et aller au-devant de nos territoires périphériques pour les accompagner dans cette mobilité. Bien sûr. Mobilité, c'est aussi le vélo. C'est aussi le vélo si cher à Brigitte Terrazin. Année après année, nous gagnons quand même 10% de plus de praticiens du vélo. Je ne sais pas si le terme peut se dire, enfin praticien, je sais ce que ça veut dire, mais praticien du vélo, je ne sais pas si ça se dit, je le dis, je m'autorise à le dire, 10% chaque année de plus, donc c'est bien, c'est une très bonne chose. Et il n'y a pas que le vélo, il y a aussi la voiture, il faut aussi ne pas l'oublier. Et c'est vrai que quand on dit voiture, on pense beaucoup rocade, on pense bouchon, mais on pense aussi rocade. Et la rocade, encore une fois, grâce aussi à l'action de Madame la Préfète qui nous soutient, qui est très active dans ce domaine, nous continuons notre mise à 2 fois 3 voies. C'était la section entre la sortie 4 et 5 qui se termine dès le mois prochain pratiquement, et le programme suivant, c'est entre la sortie 7 et 9, et ça ira quand même assez vite pour se faire. Les franchissements, quel programme? Tous les jours, on nous en parle. Vous connaissez nos difficultés de l'été quand le tribunal administratif n'a pas voulu accepter notre
transaction, on a pu l'homologuer avec Faya concernant le pont Simone Veil. Heureusement, la Cour administrative d'appel a été rapide, a fait preuve de célérité, mais la présidente s'y était engagée vis-à-vis de notre métropole pour nous donner un avis avant la fin de l'année. Ça a été chose faite, puisque le 30 décembre, la Cour administrative d'appel a confirmé, cette fois, et a homologué donc cette transaction, ce qui fait que le pont Simone Veil n'a plus aucune raison d'être bloqué. Il n'avait pas été bloqué, je vous rappelle que les travaux continuaient en temps masqué, la consultation des entreprises, mais les choses comme ça nous rendent plus à l'aise et plus confiants dans l'avenir vis-à-vis de ceci. Voilà, et puis le dernier franchissement qui est à l'ordre du jour, c'est le pont de Pierre. Je rappelle à toutes et tous que le pont de Pierre ne sera pas fermé, même pas en 2023, bien évidemment. On travaillera par tronçon, par portion, quitte à ce que le tramway circule sur le pont de Pierre, bien sûr il circulera sur une seule voie, et on fera moitié l'un, moitié l'autre, par tronçon, ça pourra se faire sans problème. Nous avons acheté, je crois, Christophe, nos fameux aiguillages californiens, où nous sommes en train de les acheter, et ils nous aideront certainement, de manière à ce que le tram puisse rouler sur une seule voie et que les travaux se fassent. Donc je vous rassure, le pont de Pierre ne sera pas fermé en 2023. Et avec un peu de chance, et avec un tout petit peu de chance, on pourrait peut-être se dire qu'à quelques mois près, le pont Simone Veil pourrait ouvrir fin 2023. Et donc on pourrait switcher de manière tout à fait efficace le trop-plein de l'un sur la nouvelle capacité de l'autre, et donc les choses pourraient peut-être pourraient bien marcher. Nous verrons. Rendez-vous dans 3 ans, si ce que je vous dis aujourd'hui reste vrai à ce moment-là, nous verrons bien. Voilà ce que je voulais dire pour tous les travaux que nous faisons. Dans le monde économique, nous sommes très attractifs. Vous le savez, j'ai ici devant moi beaucoup d'acteurs économiques. J'en vois des têtes que je vois dans l'ombre on a les projecteurs dans les yeux, mais vous ne les avez pas, mais moi je les ai, donc j'ai du mal à vous voir toutes et tous en face de moi, mais malgré tout, je rappelle que nous avec vous tous, hein, bien sûr, c'est pas nous tout seuls, c'est vous qui nous aidez, bien évidemment. Pour ça, nous avons réussi depuis plusieurs années à créer 10 000 emplois de plus par an. Et l'objectif, je vous rappelle, c'est 100 000 emplois nouveaux jusqu'en 2030, enfin d'ici 2030. Je crois que le contrat est en passe d'être réussi. Je ne développe pas plus, que le chef d'entreprise et acteurs économiques veuillent bien m'en excuser, mais ce serait tellement long si on partait sur toutes nos OIM, OIN, enfin on ne s'en sortirait plus. En termes de logement, car il y a aussi des acteurs du logement ici, nombreux, en termes de logement, c'est une préoccupation pour nous majeure, parce que ce soit le logement libre, le logement social, le logement étudiant, il y a un vrai problème, n'est-ce pas Jacques, toi qui es un peu aussi en charge de ceci, il y a un vrai problème. Alors c'est vrai qu'en fin de mandature, les maires, que nous sommes aussi, n'ont pas tellement envie de construire, parce que ce n'est pas toujours bien vécu par les populations qui, elles, existent déjà sur la ville. Mais j'espère que dès le début de mandature suivant, les choses redémarreront, parce que nous devons vraiment avoir l'objectif devant nous de 8 à 10 000 nouveaux logements par an. Autrement, ce n'est pas possible. Il y a trop de demandes par rapport aux offres que l'on peut faire. J'en arrête là pour l'année 2012, je serai plus court sur l'année à venir, et je dis souvent que l'année qui s'ouvre sera ce que nous en ferons, tout simplement. Ce que nous en ferons, même si on sait qu'on n'a pas beaucoup de leviers et d'action sur ce qui peut être les désordres géopolitiques que j'ai abordés tout à l'heure très, très brièvement, quoique, avec des partenariats bien conduits, on peut avoir quand même une petite action. En revanche, sur l'autre phénomène climatique, je crois que vraiment, avec des actions très bien coordonnées, elles peuvent être de nature d'une certaine efficience sur certains thèmes que nous défendons toutes et tous ici. Les mobilités, qui vont devenir de plus en plus propres avec l'électrique, le GNV et aussi l'hydrogène, qui est une chose qui commence à émerger. Et nous avons un comité de pilotage, n'est-ce pas Jacques, à la fin du mois de janvier, le 30 janvier très précisément, associant nos services, la région bien sûr également dans cette dynamique pour travailler sur l'hydrogène, c'est tout à fait important. L'urbanisme doit être bien évidemment raisonné, concerté, respectueux de l'environnement, ça va de soi. Notre action économique tout autant respectueuse de l'environnement et de la nature, qui est riche dans notre métropole. Quant à l'habitat, il faut bien sûr faire en sorte qu'il soit de grande qualité, ça va de soi, mais très bien isolé aussi sur le plan thermique pour les raisons climatiques que j'évoquais. Tout ceci dans un respect, encore une fois, d'environnement et de nature, riche dans notre métropole, cher à notre amie Béatrice François à côté de moi, bien sûr. Et c'est une chose qui nous est chère, encore une fois, l'agriculture en zone urbaine, ça reste possible. À petite échelle, mais ça reste possible, c'est des choses que l'on va défendre. Croyez bien que la métropole, dans la mandature à venir, et au moins dans cette année qui est devant nous, continuera dans ces thématiques à être velléitaire, volontaire, innovante, parce que c'est son rôle et c'est son devoir surtout. Je voudrais à ce sujet-là, puisque je parle un peu de nature et de transition énergétique, vous inviter à la fin du mois de janvier, du 28 au 30 janvier, donc 3 jours, 28, 29, 30, pour les assises européennes de transition énergétique. Ça se passera plutôt au lac, c'est important, et on vous invite vraiment très, très chaleureusement à y participer. Autres grands événements, c'est vous dire à quel point notre métropole est attractive. Le mois de juin sera riche,
puisque nous allons inaugurer le mois de juin, 4, 5, 6 juin, en accueillant le 28e sommet Afrique-France. 58 chefs d'État américains, décidément africains, bien sûr, oui, ça serait bien, mais ils sont africains, et c'est très bien ainsi, sont invités, sont là très nombreux. Le président Emmanuel Macron sera là aussi, donc c'est un grand événement. Et la fin du mois sera aussi un tout autre événement, mais mondial, celui-ci également, c'est la RoboCup, que nous accueillons du 23 au 21 juin. Vous savez, c'est le grand rendez-vous mondial du numérique, de la technologie, de la robotique, de compétition. Hein, le mot n'est pas trop fort. Et je vous invite, bien sûr, à y venir. Ce sera tout à fait passionnant. Et puis, je rappelle aussi, et Jacques Mongon le sait très bien, que notre métropole sera présidente, je crois qu'on peut dire la chose ainsi, présidente de l'année de la communauté des villes Ariane. Donc, c'est important, bien sûr. C'est aussi une année d'élection, mes chers collègues, n'est-ce pas? Alors, je vais prendre une petite demi-heure pour vous en parler, si vous le voulez bien. Bien sûr que je ne vais rien dire, vous le comprenez, sauf que je me doute que mes amis autour de moi, IES et IS, je le répète, candidats à leur propre succession, vont se mettre au travail, si ce n'est déjà fait, pour faire des propositions, pour avoir des réflexions importantes. Et je nous conseille, puisque je fais partie des candidats, vous le savez, je nous conseille, dans nos propositions, peut-être d'inscrire quand même un souci, une prise en compte de nos territoires de proximité. Je crois que c'est important de faire ceci. Voilà pour ce que je voulais vous dire dans ce domaine-là. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans remercier tout d'abord nos services de la métropole, au premier rang desquels notre directeur général des services, je sais qu'il est parmi vous, le remercier chaleureusement, remercier aussi celles et ceux qui nous protègent, qui s'occupent de notre sécurité. Je pense bien sûr aux policiers, je pense aux gendarmes et aux sapeurs-pompiers, ça va de soi. Et aussi quand même, je pense aussi à ceux qui nous protègent de très loin, à des milliers de kilomètres de nous. Et j'ai une pensée à cet instant présent pour nos 13 soldats qui sont morts au Mali le 25 novembre, une pensée qu'on peut avoir pour eux. Et pour conclure, je voudrais aussi vous remercier toutes et tous, acteurs, partenaires de notre belle métropole, pour votre engagement, votre implication, tout aussi dynamique, jour après jour, semaine après semaine, et je vous en rends grâce, et je voudrais surtout vous dire, au nom de tous mes collègues élus, un immense merci. Encore une fois, très belle, très bonne, très longue, bissextile, un jour de plus, très longue année 2020. Merci à toutes et tous. Merci mes chers collègues. Merci à vous. Ah oui. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est maintenant que c'est intéressant. On va partager de l'amitié, on va échanger de manière beaucoup plus directe et conviviale. Merci à toutes et tous.